Bonjour, je m'appelle Adrien et je vous souhaite la bienvenue dans mes mémoires. Et aujourd'hui une vidéo spéciale à plusieurs titres. Tout d'abord parce que je vais vous parler de Soichi de Junji Ito, l'un des classiques du manga d'horreur par l'un des grands mangaka du manga d'horreur. Également spécial parce qu'on va avoir la présence exceptionnelle de Sullivan Ruo, directeur des éditions Mangetsu, Mangetsu qui édite Junji Ito, qui édite également de nombreux autres titres. J'aurai l'occasion d'y revenir. Mais également spécial et surtout spécial parce que dans cette vidéo, j'ai l'honneur et j'ai la fierté d'être accompagné par l'homme qui me fit lire le premier manga de ma vie, par l'homme avec qui je parle de manga très souvent, j'ai nommé Julien de l'envers du manga. Julien, bonjour. Bonjour à tous. Alors Julien, tu tiens un compte Instagram, un compte Twitter, une chaîne YouTube dénommée l'envers du manga. Est-ce que tu peux rapidement présenter ton compte ? Alors, passionné de manga depuis la plus tendre enfance. Je dois d'ailleurs ce nom de chaîne à monsieur qui est ici présent. Voilà, très bonne idée. C'est vrai. L'envers du manga, donc je suis présent sur les réseaux sociaux. J'aime bien parler manga à ma communauté. J'aime bien parler manga, je suis passionné de manga. Tu me fais lire d'ailleurs le premier manga de ma vie qui était à l'époque Captain Tsubasa. Tu m'avais passé, tu m'avais dit tiens gamin, parce que j'étais un enfant à l'époque, tu m'avais dit tiens gamin, tu vas voir, tu vas adorer. Ouais, et j'avais adoré, et depuis Captain Tsubasa. La passion du manga ne s'est pas arrêtée. Alors j'avais juste une question avant qu'on commence de parler de Soichi de Junji Ito. Si tu devais parler de 3 mangas comme ça qui t'ont marqué dans ta vie, qui tu estimes que les gens devraient lire comme ça d'un coup. C'était pas prévu, on en avait pas parlé avant la vidéo, mais voilà, petite question surprise. Manga, alors déjà le premier manga que j'ai lu moi, il s'appelle Fly, c'était aux éditions J'ai lu, une édition qui est devenue extrêmement dégueulasse aujourd'hui. J'ai un rapport assez très émotionnel avec ce manga parce que voilà, on me l'avait offert, c'est mon premier manga que j'ai lu. Je dirais après peut-être Monster. Ah oui, que tu m'avais fait découvrir, bien sûr. Monster. De Naoki Urasawa. Et le troisième manga, évidemment, mon manga préféré, c'est Great Teacher, Onizuka. Ah bah oui, c'est pas mal. Onizuka, alors GTO, la série voilà, de 25 tomes de chez Pika. Donc on va commencer de suite avec Soichi, qui nous réunit ici. Alors Soichi, qu'est-ce que tu pourrais en dire, toi, si tu devais présenter? Je le montre à la caméra. D'abord l'édition, peut-être. Alors tout d'abord, Soichi, à la base, je trouve que c'est un beau livre. Voilà. Oui, c'est vrai. Je trouve que ça, le fait d'avoir un beau livre dans sa collection rassemble tous les passionnés de manga. Moi j'aime bien, c'est un genre de bouquin très très joli. On est sur du 400, 500, 500 pages. Donc Soichi, c'est des histoires courtes sur une période de 20 ans. Soichi, c'est quoi? C'est un petit garçon. C'est un petit garçon. Un garnement, c'est un vrai garnement. C'est un salopard. C'est un salopard. C'est une tête à claque. C'est une tête à claque. Voilà, c'est une tête à claque. Il a des clous comme ça sur la bouche. C'est pour moi une sorte de, à la fois manga d'horreur, mais à la fois un peu Denis la Malice, parce qu'il est tout le temps en train de faire des bêtises. Il veut tout le temps embêter ses parents, ses frères, ses sœurs. Il est insupportable. À la base, il est insupportable. Et c'est ça qui est assez fascinant de mettre en avant un personnage qui est insupportable. C'est assez particulier, c'est l'anti-héros par excellence. Tout à fait. Il dénote complètement avec le charme de sa famille, la bienveillance de ses cousins, et c'est ça qui est hyper drôle. Oui. Il arrive, les cousins sont en train de manger, il arrive, il lance des clous dans la tête des gens, et ça me fait rigoler. Et ça me fait rigoler parce que c'est un anti-héros, il est vicieux, il est cruel, il est pernicieux. C'est le manga le plus autobiographique de Junji Ito. Junji Ito qui avait un mal-être étant jeune, étant adolescent, il a transmis dans ce héros, dans ce petit garnement terrible, eh bien, tout le mal-être qu'il avait à l'époque. Toutes les vices, tous les malaises que tout adolescent a, tous les adolescents qui voudraient être comme Soichi sans pouvoir le faire. Ah oui. J'ai même été surpris de rire de la violence et le fait qu'ils soient aussi prétentieux aussi. Et en fait, Soichi, c'est à la fois un petit enfant, comme tu dis, qui est prétentieux, qui veut tout le temps faire du mal aux autres, qui est jamais gentil. En fait, il n'y a aucun moment dans le manga où on se dit ah là, il est sympa, il est jamais attachant. C'est pour ça que quand tu parles de anti-héros, c'est-à-dire le héros, normalement, on s'attache, on s'accroche à certaines de ses caractéristiques. Il y a des fois, on a envie de le suivre. On se dit, tiens, il a une quête intéressante. Là, à aucun moment, il n'y a pas d'histoire en tant que telle, parce que c'est plein de petites histoires où on le voit faire ses bêtises. Et à la fois, dès que ça chauffe un peu, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Quand tu dis c'est un lâche, il s'échappe, c'est pas quelqu'un de courageux. Donc en fait, il a aucune qualité. Non, il a aucune qualité. Et alors justement, je me suis permis d'interroger Sullivan Ruo sur lui, comment il pourrait nous faire pour nous présenter Soichi. On va l'écouter de suite et puis on revient juste après.
Alors Soichi de Junji Ito, c'est déjà l'enfant terrible de l'auteur, son personnage préféré, Dixit lui-même, du coup c'est d'ailleurs sa photo de profil sur les réseaux sociaux depuis de nombreuses années. C'est un personnage qui, à mon avis, est un petit peu autobiographique dans sa façon, derrière les brimades et l'horreur, de raconter un petit peu l'isolement que peut subir un enfant différent dans un groupe d'enfants. C'est un bouquin qui est un peu à part pour l'auteur, puisque en fait, il y a beaucoup plus d'humour. Alors, non pas que Junji Ito n'est pas drôle ailleurs. Jusque-là, il l'est vraiment ouvertement, par le biais de ce personnage qui est absurde, qui est quasiment tragicomique, quoi. Qui est un peu une sorte de bouffon de l'horreur, avec ses clous, avec ses bougies, avec son marteau, avec sa façon de faire peur à ses cousines quand elles viennent à la campagne pendant l'été, etc. Et moi, en fait, c'est un titre que j'ai appris à aimer. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai découvert Junji Ito, il y a des années de ça, je n'étais pas hyper convaincu d'emblée par Soichi, parce que je l'avais découvert par le biais de petits chapitres à droite à gauche, et je me disais, bon, ok, d'accord, mais je vois pas où il veut en venir. Et en fait, quand on a eu l'occasion de le publier chez Mangetsu, c'est un peu la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette intégrale, qui est chronologique, du coup, donc qui est la première intégrale au monde des histoires de Soichi. Parce que pour moi, il faut saisir le personnage dans toute sa publication pour vraiment en saisir l'essence. Et une fois qu'on a tout ça, en fait, Soichi devient un perso super touchant et un peu la voix de l'auteur lui-même. D'ailleurs, même physiquement, on remarquera qu'il y a des traits assez communs entre l'auteur et l'enfant. Et puis j'aime beaucoup sa façon de le projeter, de le tordre, presque de le torturer en lui imaginant un futur horrible avec Fuchi, avec des enfants monstrueux, etc. Et puis ça raconte aussi un Ito qui nous parle de la campagne japonaise, lui qui est très très urbain le reste du temps. Et ça fait plaisir parce que ça lui permet aussi de dessiner de la forêt, des chemins de traverse, des commerciaux en goguette, etc. Et ouais, vraiment, Soichi est un bouquin à part chez l'auteur. Et je suis donc ô combien encore plus fier qu'il ait pu réaliser cette couverture inédite pour la France, où on retrouve un Soichi en bleu, blanc, rouge pour les plus attentifs. Et voilà, c'est vraiment un personnage que j'affectionne tout particulièrement. Merci Sullivan, très intéressant. J'ai trouvé très intéressant cette réponse de Sullivan Rouault, donc directeur des éditions Mangetsu. Ce que j'ai beaucoup aimé dans ce qu'il a dit, c'est qu'au début, il n'aimait pas forcément Soichi parce qu'il avait peut-être pris ça dans le désordre, il n'avait pas lu ça dans l'ordre. Et puis cette façon de le rassembler dans l'ordre chronologique lui a permis de comprendre le personnage. Il y a des malédictions, il y a de la claustrophobie, il y a plein de choses qui passent autour de lui. Est-ce que tu dirais, comme Sullivan dans le son qu'il nous a laissé, que c'est un personnage attachant? On semblait dire un petit peu le contraire, nous, juste avant. Non, parce qu'on en parlait et moi je trouve pas qu'il est attachant. Il peut être attachant, oui, c'est vrai. mais moi j'aime bien y revenir parce que j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il va faire de terrible, qu'est-ce qu'il va proposer comme ignominie, qu'est-ce qu'il va proposer, et c'est pour ça que j'ai lu la suite, je l'ai dévoré. Oui, moi aussi, oui. C'est pas attachant, il est fascinant. Il est fascinant, Ouais, voilà, c'est il est ça. fascinant, voilà, fascinant. Il est fascinant. Tu me disais que finalement, le personnage n'était pas censé être ce qu'il a été. Junji Ito, en créant Soichi, ne crée pas Soichi pour être un personnage principal, mais crée Soichi pour être une espèce d'être diabolique, comme ça, petit être, surtout venant de lui, un peu autobiographique. Et le Tanto lui proposera d'en faire un personnage principal qui reviendra dans plusieurs histoires courtes. Oui, parce que comme tu dis, Junji Ito accepte de travailler avec un Tanto. Je sais qu'il y a des grands mangaka qui refusent de travailler ils avec refusent Tanto, par fierté peut-être. Par fierté, qui disent moi, il n'y a personne qui va me dire ce que je dois Oui, faire. Et si on commence à leur expliquer qu'ils arrêtent complètement. Ce qui signifie que Junji Ito, quand même, est assez modeste et puis assez humble dans sa façon, parce que c'est quand même quelqu'un de très connu maintenant. Pour en terminer sur Soichi, avant de passer à la suite, est-ce que tu pourrais nous présenter l'histoire qui t'a le plus marqué, toi, dans ce recueil? Moi, j'ai un peu de mal avec la claustrophobie, avec les endroits confinés, et c'est vrai que entre 16 planches m'a beaucoup choqué, Oui, c'est vrai. m'a créé un malaise. Et surtout avec Soichi qui apparaît avec des cris et qui on sait pas où il est, ça peut paraître flippant. Je me suis mis à la place de son cousin, je me suis dit c'est son frère ou son cousin qui est là et qui essaie d'étudier dans le silence, et en fait c'est son frère, Ouais. et c'est génial. Moi, j'ai aussi beaucoup aimé. On s'était pas concerté avant, et c'est vrai que les deux, on s'est dit, c'est vrai que cette histoire-là, elle est géniale. Donc, allez-y, pour cette-là et pour d'autres, je trouve que ce recueil est vraiment sympa. Comme le dit Sullivan, avec une couverture spéciale pour la France, avec effectivement le bleu, blanc, rouge, Cocorico. Oui. Et je trouve que c'est un cadeau idéal pour Noël, puisqu'on est en période de Noël en plus. J'ai une dernière chose à dire à Sullivan.
Vas-y. Que j'aurai tous les Tsukimi et je demanderai à Sullivan de me vendre à Angoulême la planche originale qui a servi à faire la jaquette. Voilà, je mettrai le prix qu'il faut. Je m'en fiche. Sullivan, vends-moi cette planche. Qu'il avait reçu à Tsukimi qui était là du Japon, il était pas calme, il avait peur de la péter. Ah oui. Il était pas calme. Ah, j'ai pas vu ça. Il était pas calme. Ah, j'imagine. Parce qu'il a l'auteur a C'est envoyé une génial. vraie planche Ah comme oui. ça, Ah oui. format poster quoi. Ah ben, il faudra. Mais c'est pas un poster. Tu reviens avec la planche ici en vidéo alors. Allez, c'est parti. Je reviens. Bon, ben merci beaucoup Julien, donc on va passer à la suite de la vidéo et on va parler de Junji Ito de manière générale. J'ai demandé à Sullivan Rouault de nous parler de Junji Ito, quelle est sa place dans les éditions Mangetsu. C'est la place du roi, tout simplement. Junji Ito est l'auteur phare de Mangetsu. Je pense que ce n'est faire d'ombre à personne que de dire ça, même si des auteurs comme Yugo Kobayashi, comme Tetsuo Hara, comme Kazumi Yamashita, et j'en passe encore beaucoup, ont vraiment une place prépondérante chez nous. Junji Ito, c'est un auteur qui était connu bien avant Mangetsu, évidemment, qu'on a su relancer sur le marché français, je pense qu'aujourd'hui on peut le dire, et qu'on accompagne du coup avec une bibliographie qu'on essaie de proposer la plus luxe et la plus généreuse possible, que ce soit en termes de contenu éditorial, de qualité de notre travail, d'implication, d'effets de fabrication, de livres-objets et j'en passe. C'est vraiment, pour moi, c'est la collection carte de visite un petit peu de Mangetsu, et en même temps un beau cadeau fait à l'auteur qui est un retour à ce que lui nous a offert avec des histoires complètement mémorables, puisque je pense qu'aujourd'hui, on peut le dire sans mal, Junji Ito est un auteur qui est déjà au panthéon des mangaka. Il est souvent cité parmi les plus grands, il est souvent dans les tops de vente aux États-Unis, en France et au Japon. C'est un auteur qui a vraiment une seconde carrière aujourd'hui avec une heure de gloire certes tardive, mais qui est du coup d'autant plus forte. Et c'est un honneur en fait tout simplement de publier un tel maître. En plus, c'est quelqu'un avec qui on a une très très belle relation, qui va venir nous voir en France dans un peu plus d'un mois maintenant au moment du festival d'Angoulême avec la superbe exposition qui lui est consacrée, qui est organisé par Fausto Fazulo et Stéphane Duménildo et qui devrait être absolument sublime. Et puis c'est un auteur comme moi j'aime, c'est-à-dire que c'est un auteur qui est un petit peu, qui vient un petit peu d'autres chemins, dans une maison d'édition qui est pas une maison d'édition forcément la plus connue, qui est Asahi Shinbun, du coup Asahi Publishing, qui travaille à son rythme, qui travaille encore en original, avec papier crayon, je vais dire. Enfin, voilà, c'est un auteur vraiment à part et c'est un auteur excellent et c'est un auteur qui, à mon avis, restera vraiment dans l'histoire de l'horreur tout court et qui, au même titre que Stephen King, est le maître de l'horreur mondiale aujourd'hui. Merci Sullivan pour cette réponse et ces précisions très intéressantes sur Junji Ito. Moi j'avoue, Julien, que Junji Ito, je n'ai lu que Soichi pour l'instant. D'accord. Et toi t'as lu quoi du coup Alors mais justement, finalement, j'ai pris le problème à l'envers. Alors d'habitude, on commence par les œuvres Parce que les t'es plus l'envers du connues. manga, c'est ça? On commence par les œuvres les plus connues d'habitude d'un auteur pour se faire une idée voilà, générale. Et puis j'ai commencé par Zone Phantom. Comme je disais, un recueil d'histoires venu d'une plateforme en ligne. Très intéressant. Très intéressant. J'ai enchaîné avec Frankenstein Ah oui. et j'ai enchaîné les chefs-d'œuvre de Junji Ito. Frankenstein, ça m'intéresse beaucoup. C'est Frankenstein, bien. je pourrais te le prêter, te l'amener. Ouais, pourquoi pas. T'as lu le roman? Non, j'ai pas lu le roman. D'accord. Non. Et donc après, me suis mis à Tomie, le chef-d'œuvre ultime de Junji Ito, la Madeleine de Proust, je sais pas comment on dit. Et bref, Tomie, très 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 bien. Il faut dire à tes auditeurs que Sullivan était le seul à croire en Junji Ito. Oui, c'est vrai. Et c'est pour ça que je suis vraiment d'autant plus heureux que Sullivan ait accepté de répondre à mes questions pour cette vidéo. C'est vraiment un grand honneur, donc encore merci à lui. C'est vrai que comme tu le dis, c'est l'un des seuls qui y croyait. Tout le monde se serait dit, mais faire ces éditions-là, à ce prix-là, de manière aussi risquée, c'est fou. Mais c'est comme ça, c'est le panache à la française, et c'est ce que j'aime. Et ce panache-là, il a réussi, et c'est encore plus beau. Je trouve ça chouette. Et je trouve ça super qu'on ait ces pas éditions-là. fini. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. C'est parce que 2023, c'est plus de 10 gros bouquins comme ça qui sortent. Oui, Junji Ito. d'accord. Ah oui, Ouais, je savais il y a pas. encore... c'est que la pointe de On est qu'au l'iceberg. début. On est qu'au début de l'aventure. Est-ce qu'on fait juste un dernier rappel sur Junji Ito? Oui. Il sera à Angoulême Il en janvier sera prochain. à Alors toi, tu Angoulême. y seras aussi. J'y serai à Angoulême pratiquement 6 jours pour, Tu peux y aller 3 semaines aussi. pour vivre la passion du manga, la passion de l'amour du manga. Et Junji Ito sera présent, donc Mangetsu sera présent à la fin de l'exposition de Junji Ito. Je ne sais pas s'ils seront présents sur un stand en vente des mangas, mais en tout cas ils sont présents avec des goodies. Je voudrais bien qu'on parle maintenant des éditions Mangetsu en tant que telles. Donc, j'ai demandé à Sullivan Rouault de nous parler de ces éditions Mangetsu et de nous présenter 3 titres qu'il aimerait bien mettre en avant, peut-être au-delà des titres dont on parle souvent. Donc je vais commencer par parler du Mandala de Feu. One Shot de Shishimomoto, absolument sublime, qui nous présente l'histoire vraie, du coup, puisque c'est la partie la plus dingue, c'est que c'est une biographie, du coup, sous forme de
de film en manga, en fait, j'ai envie de dire, puisqu'en fait, on va suivre un artiste, du coup, qui s'appelle Toraku Hasegawa, qui est un vrai artiste, et qui, en gros, est un peu le Caravage de son époque, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui croyait pas vraiment au dogme, c'est quelqu'un qui croyait pas vraiment à l'ordre établi et tout ça, et qui a brûlé de passion pour son art, et quand je parle de film, c'est qu'en fait, il y a un découpement très cinématographique dans l'œuvre, puisqu'on a 6 ou 7 chapitres, qui sont chacun consacrés à une partie de sa vie, qui a été dramatique à bien des égards, et en même temps riche en rencontres et en œuvres absolument cultes. Voilà, c'est quelqu'un qui a laissé derrière lui une œuvre sublime qu'on peut encore admirer aujourd'hui. Et j'aime énormément le Mandala de Feu. C'était le tout deuxième bouquin qu'on a publié chez Mangetsu, juste après Awashi et avant Chiruran. C'était tout début juin 2021. Et voilà, je l'aime vraiment d'amour. C'est un one-shot très très particulier. Et j'aimerais pas qu'il disparaisse dans les limbes du fond de catalogue, comme on dit. Donc j'essaie de le relancer dès que je peux. Et merci aux libraires qui le soutiennent, puisque souvent quand je vais en librairie, je le vois encore sur les étals comme un coup de cœur. Donc ça fait ô combien plaisir. Et puis les deux autres séries, évidemment, parce qu'elles ont besoin d'aide et qu'en même temps elles sont absolument incroyables. Elles sont pour moi le reflet de ce qu'on essaye de faire chez Mangetsu, à savoir des beaux livres avec des beaux accompagnements, des traductions et des lettrages d'exception, et en même temps des thèmes un peu différents. Ça va d'abord être Paka de Daisuke Imai, l'auteur de Sensu notamment chez Casterman, qui est une série absolument sublime qui va nous présenter une histoire d'amour autour du thème des kappa, donc ces yokai du folklore japonais, c'est-à-dire ces petits lézards de bord de rivière qui peuvent transformer les humains en les embrassant. C'est un peu la princesse inversée en fait par rapport à nous et par rapport à la princesse et à la grenouille. Et c'est sublime. On va suivre ça dans le contexte d'une amour lycéenne, du coup, d'un triangle amoureux au lycée autour d'un club de natation. C'est en 5 tomes, c'est absolument sublime. Et malheureusement, ça ne trouve pas son public. Mais voilà, Paka pour moi, c'est vraiment un petit bijou qui mérite d'être soutenu parce qu'en fait, c'est en le soutenant qu'on pourra en faire d'autres, tout simplement. Et j'aimerais pas ne plus pouvoir en faire à l'avenir. Donc ça le mérite. Et l'autre série qui a un petit peu plus de lecteurs, mais qui elle aussi mérite d'être soutenue quand même, parce qu'en plus pour moi c'est une des plus belles nouveautés 2022, c'est évidemment Les Enfants d'Hippocrate de Toshiya Higashimoto, qui va nous présenter l'histoire de Mako, qui est un youtubeur pédiatre, qui est surtout pédiatre en réalité. La partie youtubeur, elle est assez anecdotique finalement dans l'histoire, et qui a une relation père-fils et avec son frère qui est assez compliquée, puisque tout le monde travaille dans le monde de la médecine, monde qui est ô combien grippé par les problèmes économiques et par le rendement financier que doivent avoir les cliniques, et puisque au Japon il y a beaucoup de cliniques privées, on n'est pas du tout dans le même système de santé que le système français, même s'il y a beaucoup, je trouve, de rapports quand même entre notre propre système de santé et celui qui est dépeint dans le manga, et c'est absolument touchant, ça donne envie de pleurer 2 fois par tome, et voilà, on suit vraiment un personnage qui donne envie de se bouger le matin, et en même temps on va suivre des histoires purement dramatiques, et pour moi Les Enfants d'Hippocrate c'est absolument sublime, et on a un travail d'exception de tous les gens qui sont dessus, du logo encore une fois à la trad. D'ailleurs, les 2 séries, Les Enfants d'Hippocrate a été traduit sur les 3 premiers tomes par Ryoko Akiyama, que je salue très fort. Mais sinon, c'est Miyako Slocombe, qui est pour moi la meilleure traductrice sur le marché, qui s'occupe de la traduction des 2 séries, et qui les aime d'amour elle aussi. Donc voilà, je vous encourage vraiment vivement à découvrir Le Mandala de Feu, Paka et Les Enfants d'Hippocrate. Merci Sullivan pour cette réponse, très intéressant. J'ai lu moi Les Enfants d'Hippocrate parmi les 3, c'est le seul que j'ai lu. Alors des autres du coup je suis intéressé de les découvrir, mais Les Enfants d'Hippocrate que j'ai lu sur le milieu hospitalier au Japon, c'était intéressant. J'avais pas poursuivi à l'époque, mais ça me donne envie de poursuivre du coup. Est-ce que toi tu l'as lu? J'adore Les Enfants d'Hippocrate, j'en suis au top 5. D'accord. Je trouve ça excellent. Okay. Le problème de famille, la fraternité, et puis le monde du médical. Et ça reste le seul manga qu'a lu ma chérie, quoi. D'accord. Le seul manga au monde qu'a lu ma chérie et que j'ai fait découvrir, qui pourtant est dans le monde du médical. Je pensais qu'elle allait être très réfractaire à ça, parce qu'elle vit quand même un monde, un travail assez compliqué, assez difficile. Et c'est le seul manga, et elle adore. Très bien, merci beaucoup pour cette anecdote passionnante. J'en profite pour saluer mon épouse qui elle aussi n'a lu qu'un manga dans sa vie. Mais quel manga? Elle a lu La vie de Bouddha, qui est extraordinaire. Peut-être monter ce cas aussi. Donc franchement, elles en ont lu qu'un, mais à chaque fois elles choisissent la qualité. Voilà. Donc c'est bien. Voilà. Donc, est-ce que toi tu as d'autres œuvres de chez Mangetsu? Qu'est-ce que tu penses des éditions Mangetsu? Est-ce qu'il y en a que tu aimes? Moi j'aime beaucoup par exemple... C'est une œuvre très connue, l'une des grandes séries phares de Mangetsu, mais j'adore Awashi. Awashi, qui est une série de football passionnante,
très intéressante, attachante et qui est vraiment... et même, je connais des libraires qui ne sont pas passionnés de football, mais qui adorent Awashi. Est-ce que toi, tu as d'autres œuvres à nous présenter? Awashi, je suis à jour, je suis au tome 13, donc j'adore. Pas moi. Alors, il faudrait que tu t'y mettes un peu. C'est prévu. Alors moi, en tant que grand fan, à l'époque, encore édition j'ai lu, parce que je suis vieux quand même, c'est Ken le Survivant, et je suis heureux que Mangetsu ait réédité Keiji et Soten no Ken. Keiji, très bien, j'avais du mal au début. Avec l'humour un peu... Alors ça vient du Weekly Shonen Jump. D'accord. Grosse série des années 90. Ça fait un peu... J'avais un peu du mal avec l'humour un peu grivois, un peu trop grivois, j'aime pas quand c'est trop. Et puis l'histoire a pris le pli dessus. Et puis j'avais abandonné, puis j'ai repris après. D'accord. Voilà, c'est très... Keiji. Keiji. Est-ce qu'il y en a peut-être une autre que tu aimerais... Et Soten no Ken, qui est de Tetsuo Hara. Là aussi, et de Buronson. Et là, c'est le préquel de Ken le Survivant. Ça se passe à Shanghai, dans la Mandchourie, qui est parcelée entre plusieurs forces gouvernementales. On est dans une période historique qui est très intéressante aussi. Et ce qui est intéressant, depuis tout à l'heure, on parle de séries très diverses finalement. On a parlé d'une série de foot, on a une série d'horreur. Je sais qu'il y a une série de basket aussi avec Deep Free. Une série sur le milieu hospitalier, la série sur la bagarre. L'histoire. Ouais. C'est, comme le dit Sullivan, c'est un éditeur généraliste. Et c'est ça qui est bien avec les éditions Mangetsu, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Oui, je suis entièrement d'accord. Et ils sont traversés eux aussi par les critiques, un peu comme tous les éditeurs manga, et de toute façon tous les éditeurs actuels, par l'augmentation des prix. Beaucoup ne comprennent pas cette augmentation des prix. Je trouvais intéressant et indispensable que Sylvain Rouault précise à ce sujet et explique un petit peu pourquoi une telle augmentation. C'est vrai que la question me revient beaucoup aujourd'hui. Là, j'ai encore 2 entretiens aujourd'hui sur le sujet. Bon, je vous conseille d'aller voir le Tsukimi qu'on a tourné la semaine dernière avec Freddy de Manga Collect, Freddy Harris pour être précis, ou le petit thread Twitter que j'avais fait sur le sujet, parce qu'effectivement chez Mangetsu on a annoncé notre augmentation là il y a quelques jours de ça, une dizaine de jours de ça. Bon, l'explication elle est simple en fait. On a une augmentation de 35% à peu près des matières premières depuis le confinement qui est liée à la Chine et au transport et à l'énergie qui viennent encore plus rajouter des augmentations ci et là. Ça et là, pardon. Et du coup, bah, forcément, on est obligé de les répercuter sur les prix des livres pour exister, puisque il faut savoir que le net éditeur sur un livre, à peu près, quand on regarde le camembert, il est entre 15 et 20%, plus proche de 15. Globalement, moi, je dis 16% en général, parce que c'est plutôt ça la vérité. Donc, si on est en net éditeur à 16% et que notre prix de fabrication augmente de 35%, bah voilà, les calculs sont pas super compliqués à faire pour voir que notre marge est fond comme neige au soleil, et donc que la seule solution malheureusement, et croyez-moi ça n'arrange personne, bah, c'est d'augmenter les prix. Et ce qu'on fait et ce que font tous les acteurs de la chaîne du livre malheureusement, il faut savoir que il y a encore 6 mois de ça, 1 an de ça, on pouvait imprimer un livre à peu près 1 mois et demi avant sa sortie. Aujourd'hui, sur un relié, on va être donc un bouquin cartonné, on va être à peu près 3 à 4 mois avant sa sortie. Donc, on a pris quand même vraiment très très cher, même en termes de délai de production. Du coup, nous, du côté édito, au lettrage, à la fab et tout, on a dû accélérer les choses et demander à tout le monde de se plier en 4 pour tenir ces délais qui sont devenus complètement dingues. Il faut savoir aussi qu'un devis d'imprimeur, il y a encore 6 mois, 1 an aussi, il était valable pendant 1 semaine, 1 mois. Aujourd'hui, il est valable pendant moins de 24 heures. Ça nous est déjà arrivé de ne pas valider un devis avant midi et qu'il nous revienne changer l'après-midi à 16 heures parce que les coûts en fait changent au réel. On est vraiment dans un boursicotage des matières premières qui fait que les imprimeurs, qui sont les premiers concernés évidemment, bah, en fait sont obligés de s'ajuster aussi en temps réel et nous aussi. Donc en fait les augmentations de prix, elles sont même un peu tardives par rapport à toute cette marge qui a fondu ces dernières années. Alors après c'est vrai que dans le manga on le voit, c'est moins flagrant que dans le comics par exemple qui est à la fois cartonné et avec des pages couleurs et où là bon c'est carrément l'apocalypse. Les prix augmentent parfois de 35% clairement ou de 50% même, ça s'est vu. Dans le manga, on peut un poil plus absorber parce qu'on est sur du broché noir et blanc. Mais quand bien même, voilà, les augmentations elles font très très mal et malheureusement et tout le monde en souffre. Moi, en tant qu'éditeur, en tant que libraire, en tant que lecteur, je suis particulièrement bien placé pour en parler puisque j'en souffre à 3 égards. Voilà, mais malheureusement, c'est une économie de marché et il faut imputer ces coûts dont à peu près personne n'est responsable en fait. Et c'est sans parler, enfin je l'ai évoqué, mais c'est sans parler des coûts de transport qui sont énormes, même si on imprime beaucoup en France pour le manga, contrairement aux comics aussi, et d'énergie qui vont complètement exploser là à partir du 1er janvier. Tout le monde a vu les pourcentages d'augmentation d'énergie. Voilà, donc il faudra s'attendre à ce que malheureusement
ça ne s'arrange pas, même si on peut espérer une stabilisation dans les quelques mois. Ouais, j'ai failli dire semaines, mais on va dire les mois. On va pas se porter l'œil dans les quelques mois à venir, j'espère. Je suis entièrement d'accord avec Sylvie. Effectivement, c'est une économie de marché. Il y a une augmentation des matières premières qui n'est pas de son fait. Donc naturellement, c'est une entreprise, ils sont là aussi pour faire du bénéfice. Ça, il faut l'entendre, il faut le comprendre. Exactement. Et du coup, les passionnés de manga que nous sommes, ben, on est obligé de faire des choix. Comme c'est un secteur du divertissement et du loisir, les gens oublient très vite que une édition de manga, c'est à des comptes à rendre. Oui. C'est à des comptes à rendre, donc il faut faire de l'argent. Oui, C'est une entreprise comme une autre qui doit payer ses salariés, qui doit, il doit être au courant des prix, de leur marge. C'est une entreprise comme une autre. Mhm. Alors c'est compliqué quand vous annoncez à des gens sur les réseaux sociaux. Je trouve que Mangetsu s'en est très bien sorti. Absolument. Et puis je pense que Sullivan et son équipe sont les premiers déçus de cette augmentation. Tu dis une chose intéressante, tu dis les maisons d'édition sont là pour se faire de l'argent. Et c'est vrai, mais il faut le dire, il ne faut pas avoir de tabou là-dessus. Non, et c'est normal, c'est leur métier. Ils ont besoin de faire des bénéfices pour pouvoir vivre. Et c'est normal, en fait, il faut se décrisper et dédramatiser cette notion de bénéfice. On a du mal avec l'argent en France. En France, on a du mal avec l'argent. Non, mais au-delà de ça, c'est au-delà du débat sur la sociologie du rapport à l'argent en France, il faut se décrisper et se dédramatiser du fait que oui, les maisons d'édition sont là pour se faire de l'argent. Et c'est normal. Et donc, s'il y a une augmentation des prix, si elles ne font plus de bénéfices, elles n'ont plus d'intérêt à éditer des mangas. Ils n'éditent pas des mangas juste pour faire plaisir aux gens. Non. Et en fait, récemment, j'entendais sur la série Les Anneaux de Pouvoir, que moi j'avais beaucoup aimé, ou sur d'autres formats, certains ont dit ouais, mais en fait, ils ont fait des films, c'est pour l'argent. Ben oui, évidemment que c'est pour l'argent. Ils n'ont pas fait ça, c'est pas un service public, ils n'ont pas fait ça, c'est pas un cadeau qu'ils font. Oui. Et donc si l'augmentation des matières premières fait qu'ils ne font plus de bénéfices, ben, il faut bien qu'ils trouvent une solution. Soit on baisse la qualité drastiquement, mais même en baissant la qualité, je pense que ça ne serait pas suffisant pour ne pas augmenter pour continuer à faire des bénéfices. Soit ben, on augmente les prix, et puis ensuite ben, c'est aux consommateurs que nous sommes de choisir. J'espère qu'on n'aura pas été trop long sur cet aspect économique, sur cet aspect matériel, sur cet aspect technique, mais ça me semblait moi indispensable, et toi aussi Julien, tu me disais il faut qu'on en parle parce que c'est important pour les gens. On sait aujourd'hui les difficultés économiques, mais c'est important d'expliquer pourquoi il y avait cette augmentation des prix et que les maisons d'édition ne profitent pas de la crise pour se faire de l'argent en plus, mais en fait elles s'adaptent à la crise pour pouvoir continuer de faire des bénéfices, ce qui est le principe même, encore une fois, je le répète, d'une maison d'édition. Ben voilà, on en a terminé avec cette vidéo sur Soichi de Junji Ito. On a parlé de Soichi, on a parlé, donc je rappelle Soichi de Junji Ito chez Mangetsu, on a parlé de Junji Ito, des éditions Mangetsu, on a abordé des problèmes également économiques. On a été complet quand même sur cette vidéo, c'était pas mal du tout. Je te remercie de m'avoir invité. Je te remercie à toi surtout d'avoir accepté cette invitation, ça fait plaisir. C'est pas facile de venir parce que au final ça se voit pas sur la vidéo, mais on s'apprécie pas. Non, en plus, et je trouve qu'on a été plutôt bon là-dessus, parce qu'on a réussi à ne pas trop le montrer. À pas trop se casser la gueule. Donc c'était très intéressant. On remercie les deux vraiment très fortement Sullivan Rouault qui a accepté de répondre à nos questions. Ses réponses étaient complètes, pertinentes. Et surtout, ces réponses ont permis à nous ensuite de développer et de poursuivre le débat au-delà de ces réponses. Donc elles étaient vraiment passionnantes. Donc merci beaucoup. Merci Julien pour d'être venu sur ma chaîne, c'était très intéressant. Toi, tu continueras de parler de manga sur ta chaîne YouTube. Je rappelle, l'envers du manga sur YouTube, sur Twitter, sur Instagram et sur TikTok aussi. Sur TikTok, un peu, oui, c'est vrai que c'est le format est sympa. Donc, merci encore. Prenez soin de vous, lisez des livres et à très bientôt. Au revoir. Et lisez des mangas. Ok, t'as compris. Et ça va te faire tout seul là. De quoi? Je dis bonjour. Oui, c'est tout. T'es prêt? Julien, bonjour. Non. Merci Sullivan. Ah oui, d'accord. Le bêtisier à la ferme. Le bêtisier. Bon, c'est beau ce que tu dis. Ah ouais, c'est bon. Encore assez couillu, comme si je peux me permettre, comme édition. Mais non. J'apprécie ta modestie, t'as dit fan et pas spécialiste. C'est bon. Ouais, tu peux le laisser ça. Non. Et on parle tout le temps quand il y a des crises comme ça. Passons la crise, revenons en arrière. Ça reviendra jamais en arrière. Je le dis. Mais on sait tous. Non. Voilà. Quelque chose à rajouter? Non. Non, tout est clair. Parfait.